Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence pour une nouvelle thématique des webinaires de l'expert comptable patrimonial. Les SCPI, j'allais dire dans tous ces états, mais presque. Quelles opportunités pour 2025 avec Benjamin qui va parler effectivement de la température des SCPI pour 2025 et puis quelle stratégie, quel montage on va pouvoir mettre en place. Concernant Force Patrimoine, formation à venir, comme d'habitude, le petit agenda. Formation à venir, donc pour le mois de juin, les 17, 18 et 24 juin en demi-journée, le démembrement de propriété, où là, on va aborder maximum à travers des cas pratiques de cas sur le démembrement de propriété, démembrement des parts sociales, démembrement d'immobilier, démembrement d'actifs numériques. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Force Patrimoine pour cette formation. On a déjà une grosse dizaine de participants, donc ne tardez pas trop. Et bien maintenant, je vais laisser la place et la parole à Benjamin qui va se présenter, qui va présenter Wenimo et qui va nous parler donc de sa thématique de prédilection, la SCP. Merci Frédéric. Alors, effectivement, hein, la température, comme tu le disais, a pas mal monté, a été très chaude hein, sur les 2 dernières années. Bon, ça se remet un petit peu, on va dire, au niveau. On redevient sur des températures plus agréables sur ce marché. On va en parler. Moi, je m'appelle donc Benjamin Flotte de Pouzol. Je suis directeur associé en charge du développement chez Wenimo. Wenimo, c'est une plateforme multiproduits, multiservices, très spécialisée effectivement sur la SCPI, dédiée aux conseillers indépendants, aux CIF, pour leur proposer en fait des services. C'est-à-dire qu'avec une seule convention, ils auront l'accès à l'intégralité des SCPI du marché et surtout avec un seul outil digital qui va leur permettre de signer l'intégralité des SCPI. Et en fait, pourquoi ce constat? Tout simplement parce que comme on peut le faire sur des allocations financières, eh bien aujourd'hui, on se rend compte qu'il est impératif, et ça va être le thème d'aujourd'hui avec ce que l'on va voir, il est impératif de diversifier aujourd'hui ces allocations sur le plan de souscription de SCPI pour être diversifié sectoriellement, géographiquement et y compris en termes de société de gestion. Et si on doit le faire tout seul dans son coin avec tous les différents outils de chaque société de gestion, eh bien, ça prend un temps infini. Et bien, en fait, chez nous, on va vous permettre tout simplement, en quelques clics, de souscrire 8, 10, 15 SCPI avec un seul code SMS à la fin pour le client. Voilà, on vous accompagne avec plein de services. On accompagne avec plein de services également sur toute la partie réglementaire. Voilà, je n'en dis pas plus. N'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir Wanimo, il y a notre site internet. Donc, les avertissements, je pense, Frédéric, que je peux passer. Je ne sais pas si la présentation sera envoyée aux participants, mais voilà, bien évidemment, toujours ces petits disclaimers. Alors, le programme, le contexte économique, hein, ce qu'on va devoir anticiper pour 2025, et puis un petit rappel quand même de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Le mode d'emploi de la SCPI. Alors, on va vraiment dégrossir, hein, mais vous donner quand même quelques éléments pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien le sujet ou qui ne le maîtriseraient pas. Et enfin, les clés pour intégrer les SCPI dans une stratégie patrimoniale efficace. Voilà, comment on peut intégrer la SCPI, comment aujourd'hui elle peut être utilisée de façon très simple pour apporter de la plus-value aux clients. Alors, le contexte de marché, un contexte général avec des signaux adverses, hein, bien évidemment. Je rappelle quand même ce qui s'est passé. Le contexte adverse, c'est un contexte politique instable en France, la guerre commerciale qui a été génératrice d'incertitudes et des taux directeurs qui reprennent une tendance baissière après un choc. Si vous regardez le petit graphique à droite, ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, après la guerre en Ukraine, c'est une hausse inédite sur les taux d'intérêt. On n'avait jamais connu une hausse aussi violente, aussi forte sur les taux d'intérêt historiquement, dans un laps de temps aussi court. Donc ça a eu forcément un impact, bien évidemment, sur la capacité d'emprunt des ménages. Donc après la violente augmentation, les taux ont commencé une lente décrue à partir de 2024, effectivement, où les taux ont commencé à rebaisser, puisque l'inflation elle-même avait commencé à diminuer. Je rappelle qu'à quelques exceptions près, l'inflation en France
est revenu au niveau de l'ordre de 2%. Donc, vraiment quelque chose qui est, on va dire, plus dans la norme. L'impact sur les investissements, ben, c'est tout simplement la prime de risque sur les SCPI qui est redevenue intéressante. Quand on parle de prime de risque, c'est quoi la prime de risque en SCPI? Eh bien, la prime de risque, c'est tout simplement l'écart, le spread entre mon taux sans risque, le taux des banques centrales, et la rentabilité moyenne d'une SCPI. Quand on avait 1 de taux et 4,60 ou 4,50 de rentabilité, bah, ma prime de risque, elle était de l'ordre de 3,5. Quand les taux sont montés à plus de 4,5, 5 et que j'avais toujours une rentabilité à 4,5, eh bien, vous voyez que ma prime de risque, elle n'était plus intéressante. Donc là, non seulement les taux ont rebaissé, donc le taux sans risque a diminué, mais en plus, la rentabilité moyenne sur le marché, alors là, on en parlera, mais il y a une disparité, mais la rentabilité moyenne en 2024 a progressé. On est passé à plus de 4,70 sur la rentabilité contre 4,40 par le passé. Donc, des taux qui rebaissent, une augmentation de la rentabilité, ma prime de risque s'est reconstituée sur le marché de la SCPI. Donc, le contexte, le marché de l'immobilier résidentiel, le nombre de transactions, un petit point sur le marché en général. Le nombre de transactions de logements anciens sur 12 mois atteint environ 772 000 à 780 000 à fin 2024, soit une baisse d'environ 17 à 18%. Je discutais avec un agent immobilier l'autre jour qui me disait on recommence à faire des ventes, ça y est. En revanche, les prix ont fortement baissé. Ça, c'est sûr, y compris en région parisienne, sur des profils de biens un peu atypiques. Voilà, donc en fait, cette baisse qu'on attendait, elle est arrivée et donc les ventes commencent à reprendre. Ce qui se passe quand il y a un choc comme on l'a connu, c'est qu'avant d'avoir une baisse de prix, on a d'abord une baisse de volume. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui peuvent moins emprunter, on a des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas perdre d'argent en immobilier. Et résultat, on se retrouve un peu bloqué sur les volumes. Et en fait, c'est quand on commence à devenir, quand la vente commence à être nécessaire et obligatoire, je n'ai plus le choix pour des raisons personnelles, déménagement, expatriation, divorce, etc. Eh bien, c'est à ce moment-là que les prix commencent à baisser et c'est ce que l'on a constaté sur la fin d'année 2024. Donc, un recul de 3,9% des prix des logements anciens en moyenne nationale avec de fortes disparités. On est à moins 5,3 en Ile-de-France et moins même 6,7 pour Paris et moins 3,6 pour la province avec là encore de grosses disparités. On a des villes comme Bordeaux qui ont très fortement baissé et à l'inverse, vous allez à Nice où le prix est resté quasi stable depuis toute la crise de l'immobilier. Les ventes de logements neufs, on l'a vu, en forte chute également avec de grosses difficultés dans le secteur de l'immobilier et de la promotion. Pour l'immobilier professionnel, celui qui va plus nous intéresser dans le cadre des SCPI, c'est une baisse de 12% du nombre des transactions entre 2023 et 2024, avec une baisse moyenne de 2,7% en valeur et 3,3% pour les bureaux qui souffrent encore. On va le voir, il y a vraiment une grosse disparité. Il y a ce que j'appelle un marché à deux vitesses. La logistique et l'hôtellerie restent les secteurs les plus attractifs. Donc, en résumé, l'immobilier professionnel en France en 2024 est marqué par une stabilisation des investissements, une légère baisse des valeurs, surtout pour les bureaux, un regain d'activité pour la logistique et une demande locative toujours sous pression, notamment en périphérie de Paris. Alors, les SCPI, Quesaco, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une SCPI, je trouve que ce schéma est assez parlant. En gros, il y a une communauté de gens qui vont se regrouper autour d'une thématique qui est l'investissement immobilier professionnel. J'ai donc un épargnant ici qui va acheter des parts de SCPI auprès d'une société de gestion. Cette société de gestion, eh bien, elle va acquérir des biens immobiliers. On verra, ça peut être des SCPI diversifiés, ça peut être des SCPI thématiques sur la santé, sur l'hôtellerie. Elle va gérer le patrimoine, elle va percevoir les revenus et une fois qu'elle va avoir fait ça, eh bien, elle versera des loyers au client final qui aura souscrit. Donc, une rémunération des associés via un dividende. Voilà. Et donc, l'épargnant eh bien, touche son complément de revenu dans le cadre de son investissement SCPI. Quand on a un client qui souhaite investir, alors j'ai toujours tendance à dire la SCPI, en fait, c'est l'investissement facile. Je vais même pousser un peu, c'est l'investissement de gens qui seraient un peu feignants, qui n'ont pas envie de s'embêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas à passer chez le notaire quand vous souscrivez. Vous faites votre virement, votre chèque ou à crédit si c'est à crédit. Et ensuite, c'est la société de gestion qui va s'occuper de tout. Vous recevez vos dividendes soit mensuellement, soit trimestriellement. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est classer le petit document qu'on vous envoie tous les ans pour votre déclaration d'impôt. Et voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment quand même la possibilité de se constituer des revenus complémentaires
aujourd'hui ou à terme, on en parlera tout à l'heure, hein, il peut y avoir des stratégies patrimoniales différentes, mais c'est vraiment un outil très facile pour se constituer des revenus. Donc, les atouts de la SCPI, c'est investir en immobilier sans les contraintes d'un achat en direct. Je n'ai pas la problématique de mon locataire qui s'en va, je n'ai pas le ballon d'eau chaude à changer, j'ai pas voilà, tout ce qu'on peut connaître dans un achat en direct. Ceux qui en ont fait, quand on leur dit ça, je pense qu'ils savent de quoi on parle. Des tickets d'entrée très faibles, puisque tout simplement, on peut acquérir des parts de SCPI certaines à partir de 200 euros, d'autres c'est 1000, 1500, 2000 euros. Donc, finalement, on arrive à avoir des tickets très faibles. Quand je veux acheter un bien en direct, que ce soit un appartement d'ailleurs, ou si je me disais, tiens, je vais acheter un commerce parce que je pense que c'est rentable, vous n'aurez rien à moins de 150, 200, 300 selon les localités, voire beaucoup plus. Si on se dit, tiens, j'ai envie d'investir dans la logistique, ça va être compliqué d'aller acheter un bâtiment pour faire de la logistique. Les SCPI vous permettent d'accéder à ces investissements avec des tickets d'entrée très faibles. Les revenus réguliers, on en a parlé, mensuellement ou trimestriellement selon les SCPI. La diversification sectorielle et géographique immédiate, c'est ce que je vous expliquais aujourd'hui. Le fait de pouvoir faire des portefeuilles, déjà dans une SCPI, vous allez être très diversifié, sur le plan parfois sectoriel, maintenant très souvent sur le plan géographique. Mais si en plus vous diversifiez aussi les sociétés de gestion, eh bien là, vous avez encore une diversification supplémentaire. Et un effet de levier facile aujourd'hui à mettre en place, puisqu'on est en train de bâtir notamment des offres de crédit. Les limites, parce qu'on va être clair, ce n'est pas le produit magique. Les limites, c'est une durée d'investissement de 8 ans minimum, qui est recommandée sur les DCI. Une liquidité qui peut être parfois modérée, on va en parler. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un petit souci sur à peu près 20-25% du marché des SCPI, mais qui est très focalisé sur une certaine typologie de SCPI. La fiscalité de l'immobilier sur les revenus français, donc ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui très pénalisant. Je rappelle qu'on va en parler, mais c'est TMI plus prélèvements sociaux. Il y a cette limite, on peut la contrer aujourd'hui avec notamment les investissements sur des SCPI étrangères. Et vous avez des frais et un délai de jouissance qui peut être parfois long. On parle de 4 à 6 mois de période pendant laquelle le client ne perçoit pas de revenus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la société de gestion va devoir investir les capitaux qu'ils ont collectés. Imaginons que dans un mois, ils collectent de façon très massive. Si dès le mois suivant, ils devaient commencer à délivrer du revenu aux clients, on achète un hôtel, on achète de la logistique ou des bureaux, ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc, le temps qu'ils déploient les capitaux pour investir, eh bien, effectivement, c'est une période pendant laquelle le client ne va pas percevoir de revenus. Concernant les frais, parfois, ça peut être une problématique pour certains clients en disant oui, il y a des frais très élevés, etc. En fait, si on prend les frais, tout simplement, dans ces frais, vous allez retrouver les frais de notaire pour acheter les biens, vous allez retrouver les différents frais des brokers d'agence, vous allez retrouver la rémunération de la chaîne de commercialisation. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas plus que des frais d'un bien en direct. Quand on a ajouté les frais de notaire plus les frais d'agence éventuels sur un bien en direct, eh bien, les frais de SCPI aujourd'hui ne sont pas supérieurs à ce qu'on peut avoir dans un bien en direct. Et dernière chose, il y a des nouveautés, puisque depuis quelques années maintenant, il y a des SCPI sans frais d'entrée, on en parlera également tout à l'heure, donc qui peuvent permettre à certains qui seraient réfractaires d'investir malgré tout en SCPI. Le panorama des avantages, donc les avantages des SCPI européennes. Donc, on a, comme on l'a dit, évoqué une fiscalité plus avantageuse. Donc, après, il y a les règles de convention de non-double imposition entre les pays, ce qui va permettre, on en reparlera un petit peu après, mais ce qui va permettre d'adoucir la fiscalité. Pour exemple, si on est sur une personne morale à l'IS, donc une holding patrimoniale par exemple, ou une société qui souhaiterait placer sa trésorerie, eh bien, tous les revenus issus de l'étranger ne sont pas fiscalisés à l'IS. La diversification pour les personnes physiques, pardon, selon que c'est auto effectif ou au crédit d'impôt, eh bien, vous allez avoir effectivement juste un petit frottement fiscal. Mais ça va permettre, sur une SCPI, on va dire, on va prendre 6% de rendement. Vous avez des revenus français, vous avez TMI plus les 17,2 de prélèvements sociaux. En gros, vous avez quasiment la moitié de votre revenu qui est gommé par la fiscalité. Donc, on se retrouve à 3. La même SCPI avec des investissements étrangers, on sera plutôt autour de 4,5-5% net. Donc, vous voyez quand même que ça permet vraiment d'adoucir la fiscalité.
La diversification géographique, on en a parlé, hein. Je rappelle que la SCPI est un produit franco-français. Ce véhicule-là n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, quand vous êtes leader de SCPI en France, vous êtes leader mondial. C'est pas mal. Ceci étant dit, historiquement, ça avait toujours été des investissements en France. Depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a eu des précurseurs, hein, qui ont commencé à investir à l'étranger. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de sociétés qui peuvent investir. Le produit reste un produit français qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, mais ça n'empêche pas les sociétés de gestion d'aller investir à l'étranger, c'est-à-dire en Allemagne. Ça avait commencé en Allemagne, mais maintenant, c'est de l'Allemagne, c'est d'Espagne, l'Italie, Portugal, Irlande, Pays-Bas, Belgique. Certains vont en Estonie, en Lituanie, en Pologne et Canada, et ça a même commencé pour certaines à investir aux États-Unis. Donc, ça permet vraiment aujourd'hui de diversifier géographiquement. Des rendements parfois du coup supérieurs au marché français sur ces typologies-là, notamment les Pays-Bas avaient beaucoup plus décoté suite à la hausse des taux de 2022. Et donc, il y a eu des affaires très intéressantes à faire avec des très, très, très bons rendements parce qu'en fait, le marché a été beaucoup plus efficace, entre guillemets, sur la partie baisse des valeurs. Avantage des SCPI diversifiées, donc elles sont mieux exposées qu'un seul cycle économique, les stabilités du rendement des fonds, et on a des accès à des types d'actifs qui seraient en temps normal inaccessibles pour des particuliers, des data centers, des crèches, des centres médicaux, des bâtiments de logistique. Voilà, ce sont des typologies d'investissement qu'il serait compliqué en tant que personne physique de pouvoir acheter. Les avantages des SCPI sur les régions et France, on va être plutôt aujourd'hui sur des petites PME ou des entreprises qui existent de longue date. Elles sont moins dépendantes des grandes métropoles qui aujourd'hui sont saturées, hein. On donne toujours cet exemple, mais il est pourtant bien là. C'est la région parisienne. Aujourd'hui, vous allez à la Défense, il y a la moitié des tours qui sont vides. La proche périphérie où à l'époque, toutes les banques, tout le monde sortait de Paris-Centre pour aller dans des super locaux tout neufs dans la banlieue parisienne. Et bien en fait, on constate que, un, ils ont mis beaucoup de gens en télétravail, et deux, finalement, ils préfèrent revenir un peu en centre-ville de Paris. Donc dans le quartier des affaires. Ce qui fait que dans le quartier des affaires, il y a une grosse tension, il y a peu de locations, mais en revanche, tous ces bâtiments qui ont été construits en périphérie, eux deviennent aujourd'hui forcément vides et moins rentables. Et effectivement, en province, on est moins sensible à des spéculations liées aux investissements internationaux. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'on constate, c'est qu'il y a moins de télétravail en province qu'on ne peut en avoir notamment en région parisienne. Les avantages de cibler des jeunes SCPI, il y en a beaucoup qui sont lancés, on va en parler aussi. C'est des stratégies souvent innovantes, l'ISR, les data, la forte revalorisation des parts potentiellement à venir, parce qu'ils ont investi dans un marché qui était très décoté, donc ça leur a permis de faire de très belles affaires. Et voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, l'achat décoté et des rendements plus forts. Alors, la fiscalité des SCPI. Les revenus sont imposés comme des loyers classiques où deux régimes coexistent, le microfoncier avec l'abattement de 30% ou le régime réel avec la déduction des frais, des charges réelles. Je fais un petit laïus quand même sur la partie microfoncier. Il est impossible d'appliquer le microfoncier sur les SCPI si vous n'avez pas un bien en direct à côté. C'est-à-dire que si vous ne détenez que des parts de SCPI, même si vous n'atteignez pas le seuil des 15 000 euros de revenus, vous ne pouvez pas bénéficier du microfoncier. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un bien direct qui génère finalement peu de revenus et venir compléter avec quelques SCPI pour être sous la barre des 15 000 euros et à ce moment-là avoir l'abattement. Donc, en règle générale, quand on voit les clients finaux, etc., sur les déclarations d'impôts, soit ils n'ont que des SCPI et dans ce cas-là, ils sont au régime réel. Donc, je n'ai même pas besoin de faire une 2044. Je peux juste aller remplir ma case 4BA, additionner tous mes chiffres, faire la case 4BA et c'est réglé. Et s'ils ont d'autres biens, de toute façon, ils dépassent le seuil des 15 000 euros. Donc, en règle générale, ils ne peuvent pas bénéficier du microfoncier. Les prélèvements sociaux, on l'a vu, ils s'appliquent en plus du taux sur le revenu et ils s'appliquent sur les revenus français. Et donc, ils peuvent fortement impacter le rendement, surtout si la TMI est supérieure à 30%. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure à 30%. Imaginez quelqu'un qui serait sur une TMI à 41 ou 45. On peut monter jusqu'à presque plus de 60% de l'investissement qui est rogné par la fiscalité. Investir dans les SCPI étrangères permet d'obtenir une fiscalité plus douce grâce aux conventions internationales. On en a déjà parlé.
À la revente, le régime des plus-values immobilières des particuliers s'applique. Donc, on tient compte de la détention, de la durée de détention du bien, 22 ans pour l'impôt et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un projet de loi qui a été présenté ou qui va être présenté pour essayer de diminuer ça, parce qu'ils estiment qu'il n'y a finalement plus assez de turnover dans les biens immobiliers à cause de cette durée de détention trop longue. Donc, ils souhaitaient repasser sur une détention entre 10 et 15 ans, ce qui, selon moi, serait une bonne idée qui permettrait notamment de fluidifier peut-être un petit peu plus le marché. Les parts de SCPI entrent dans le calcul à l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Les sociétés de gestion communiquent la valeur IFI tous les ans pour les expatriés et pour les résidents fiscaux français. Cependant, on le verra, certaines optimisations peuvent exister. Et enfin, en cas d'achat à crédit, les intérêts d'emprunt, bien évidemment, viennent se déduire et donc réduisent la base taxable sur la partie des revenus fonciers. Donc, les SCPI, quel impact sur les prix de ces marchés? Donc là, c'est un point à 2024. Donc, la taille de marché aujourd'hui, c'est un encours de 88,6 milliards d'euros au 31 décembre 2024 et une performance 2024 à 4,72. La performance 2023 était de l'ordre de 4,45 de mémoire ou 4,50. Donc, vous voyez quand même que ça fait une hausse assez significative compte tenu de la capitalisation. Donc, la baisse du prix du fait de la dévaluation des actifs a engendré la hausse brutale des taux d'intérêt. Donc, la baisse a engendré une hausse du nombre de vendeurs, la baisse des prix de part sur certaines SCPI qui a créé une absence de liquidité contraignant les sociétés à vendre des actifs pour répondre à ces demandes. Ils ont mis pour certaines en place des fonds de remboursement. Forcément, il y a des décotes. Donc, voilà, on peut se retrouver parfois avec des décotes sur le fonds de remboursement entre 10 et 15% moins cher que le prix de retrait de la part de SCPI, sachant que pour certaines en plus, elles ont effectivement baissé leur prix de part. Vous voyez, donc la collecte, collecte annuelle cumulée, 3,44 milliards en 2024. Je pense que de mémoire, on avait fait 7 ou 8, 7 en 2023. On est monté à plus de 10 milliards en 2022. Vous voyez, donc ça fait une baisse quand même plus que significative sur le marché de la SCPI. Pour autant, encore une fois, c'est un marché à deux vitesses et il ne faut pas délaisser ce marché. Et d'ailleurs, on a, nous, beaucoup de conseillers avec qui on travaille et qu'on connaît et qui sont revenus vers nous en disant « J'ai jamais fait de SCPI, mais je m'y intéresse. Mes clients m'ont fait des demandes parce que je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai intérêt à revenir sur ce marché. » Voilà, donc je vous laisse les chiffres. Nombre de SCPI 225 et nombre de sociétés de gestion 53. Il y a eu une forte augmentation du nombre de créations et de sociétés de gestion et de SCPI sur les 18 derniers mois. Donc, dans les faits, il y a un quart des SCPI du marché qui ont baissé leur prix de part en 2024 avec une moyenne de 4,5%. 26 SCPI avaient des parts en attente de rachat représentant environ 2,7 milliards d'euros de capitalisation. Donc, les SCPI, les impacts sur le rendement, un rendement moyen en légère augmentation dans un contexte de baisse et de stabilisation des prix sur les prix de part des SCPI. En revanche, la moitié des SCPI ont accru leur distribution en 2024. Donc, en fait, vous avez plus de la moitié qui ont augmenté, certaines qui sont restées stables et bien évidemment, les mêmes qui malheureusement sont en difficulté sur la partie liquidité sont également celles qui ont pu baisser leur rendement. Plus de la moitié des SCPI ont distribué plus de 5% en 2024 et plus d'une vingtaine d'entre elles ont même dépassé les 6% de rendement. On observe cependant une forte disparité selon les secteurs d'investissement, d'où la nécessaire diversification. Ce que je vous expliquais aujourd'hui, c'est que selon nous, aujourd'hui, il n'est plus possible de dire « Bonjour, monsieur le client, vous avez 200 000 euros, je vais vous mettre une, voire deux SCPI et hop, c'est réglé. » Aujourd'hui, sur 200 000 euros, il faut aller sur 4, 5, 6, 7 SCPI pour avoir vraiment cette diversification sectorielle géographique et aussi en termes de société de gestion. La liquidité, elle est à l'origine de nombreuses inquiétudes. C'est ce qui a effectivement créé ce fort décrochage en termes de collecte. Donc, à l'été 2023, il y a eu les premières baisses sur certaines SCPI. Et si on regarde, en fait, ça s'est principalement concentré sur des très gros véhicules de réseaux bancaires qui n'avaient pas maîtrisé leur collecte pendant les grosses années de collecte, qui ont été obligés d'investir un petit peu à la va-vite pour pouvoir délivrer le rendement aux clients et qui ont dû acheter de très gros actifs qui forcément sont ceux qui sont moins intéressants et les moins attractifs aujourd'hui. Et donc, en fait, cette baisse, elle s'est concentrée en très grande majorité sur ces SCPI, majoritairement de bureaux, des réseaux bancaires. Il y a eu des portefeuilles de SCPI qui ont été créés avant la crise en 2022, novembre 2022,
2 ans après, on regarde les portefeuilles des clients, il n'y a pas eu une baisse de prix de part sur le portefeuille du client. Donc, ça veut dire que le conseiller a fait la bonne sélection, avait choisi les bons véhicules, et pas forcément qu'avec des véhicules récents, jeunes, avec quelques véhicules anciens, mais qui ont réussi et traversé la crise sans embûche. Et finalement, quand on a des demandes de retrait, une baisse de la collecte quasi inexistante, ben on crée un cercle vicieux, malheureusement. Donc, tant que je n'ai pas de collecte, je ne peux pas rembourser, ça augmente le nombre de parts en retrait, etc., etc., etc. Et comme je ne peux pas investir parce que je n'ai pas de collecte, et bien tout simplement, en fait, je ne peux pas reluer le rendement de ma SCPI pour devenir plus intéressant et attirer de nouveaux investisseurs. Donc, c'est assez terrible parce que c'est vrai qu'on a sur cette, finalement, je dirais ce faible nombre de SCPI, mais qui représente en termes de capitalisation pas mal en cours, eh bien, on a ce cercle vicieux qui s'est un petit peu mis en place. Donc là, il commence à y avoir des offres sur le marché pour permettre de vendre les marchés au marché secondaire, de mettre en lien des gens qui pourraient se revendre les parts. Il y a les fonds de remboursement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est vrai que c'est encore, pour certains, une petite anxiété. Comme je vous le disais, il y a une grosse disparité des parts en attente de vente. Les problèmes de liquidité se concentrent principalement sur les CPI en baissé leur prix et qui offrent les rendements les moins intéressants. Pour les autres, la collecte, bien que réduite, reste positive, assurant une liquidité satisfaisante pour les associés souhaitant récupérer leur capital. Conclusion, donc un marché qui reprend des couleurs dans un contexte d'une hausse de nouveaux acteurs avec plus de 19 nouvelles SCPI lancées en 2024 et qui se poursuit en 2025. Un momentum marché qui rend les SCPI à nouveau très attractives avec des taux d'intérêt qui baissent et des taux de distribution qui augmentent. L'investissement à crédit peut reprendre des couleurs. Et enfin, les SCPI restent l'un des rares véhicules d'investissement aujourd'hui offrant des compléments de revenus réguliers indexés sur l'inflation. Voilà un petit peu sur la partie marché. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie cas pratique. Comment utiliser aujourd'hui finalement la SCPI. Donc, par exemple, la SCPI peut être un outil pour placer l'excédent de trésorerie de société. Donc, les démembrements de SCPI. Alors, le démembrement de SCPI, on va parler donc de cette fameuse trésorerie. Je vous ai remis un petit graphique du démembrement et je crois que ça va reboucler avec la formation qu'organise Force Patrimoine au mois de juin, à laquelle je vous invite à participer parce que le démembrement, c'est vraiment quelque chose de très efficace quand on sait l'utiliser et le manier. Effectivement, nous, par exemple, sur la SCPI, c'est très intéressant. Les dirigeants d'entreprise le savent, placer sa trésorerie aujourd'hui de manière pertinente, ça devient de plus en plus complexe. Entre taux court terme moins rémunérateurs, ils étaient très fortement montés. On avait la concurrence des taux livrés 4-5% avec des promesses et des taux boostés un peu par les banques. Bon, tout ça est revenu dans la normalité. Donc, il y a des taux court terme moins rémunérateurs. Volatilité des marchés financiers, on en a parlé. Donc, ça peut toujours être compliqué. La SCPI en usufruit peut se distinguer et pourrait devenir la solution la plus pertinente dans le placement de trésorerie d'entreprise. En effet, si le schéma classique consiste en l'acquisition de parts de SCPI en pleine propriété, l'achat de parts en démembrement peut avoir un intérêt car il est adapté aux personnes morales qui cherchent un placement pour leur trésorerie excédentaire. Le principe du démembrement, vous le connaissez, mais on va le réévoquer. Le démembrement temporaire de propriété est un contrat par lequel deux parties se partagent les droits de propriété des parts de SCPI, la nue propriété d'un côté et l'usufruit de l'autre, pour une période de temps fixe qui est déterminée à l'avance. Là, on va parler de démembrement temporaire, à distinguer du démembrement viager, qui est en cas, par exemple, de décès d'un conjoint, le conjoint survivant prend l'usufruit, les enfants la nue propriété, et ce démembrement ne s'éteindra que lorsque l'usufruitier décédera. On peut acheter des parts de SCPI aujourd'hui en viager, chacun apporte sa quote-part, et là, ce qui va régir la quote-part de chacun, c'est l'article 669 du CGI, avec les quote-parts à 65 ans, par exemple, on est sur une valeur à 60-40, 60 nue propriété, 40 usufruit. Au terme du contrat, donc sur le démembrement temporaire, en fait, on va déterminer la durée, on peut aller de 3 à 20 ans et on va avoir une clé de répartition qui est calculée par des actuaires et qui va dépendre de la durée, de la rentabilité de la SCPI notamment. Donc, au terme du contrat, le nu propriétaire récupère l'usufruit et ainsi la pleine propriété des parts. Un nu propriétaire détient le droit de posséder des parts mais ne perçoit aucun revenu pendant la durée du démembrement. Il est appelé à voter sur l'ensemble des résolutions d'AGE et l'usufruitier, lui, pendant toute la période, reçoit les revenus des parts, il est appelé à voter sur l'ensemble des résolutions d'AGO. Le profil du nu propriétaire, alors je rebasculerai après sur la partie trésorerie d'entreprise, juste pour vous donner. Le profil du nu propriétaire, c'est un contribuable qui a des revenus suffisants, qui n'a pas besoin de complément de revenus à la retraite.
On parle souvent des professions libérales dans ce cadre-là, qui dit, tiens, il me reste 10 à 15 ans à travailler, j'aimerais accroître mes revenus potentiels à la retraite, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de revenus, mais en revanche, j'en aurais besoin dans 10 ou 15 ans. Eh bien, on peut tout à fait lui faire acheter de la SCPI en nue propriété et qu'il n'ait pas les revenus pendant toute la période où il est encore actif, mais en revanche, arrivé à la retraite, il deviendra plein propriétaire et à ce moment-là, bénéficiera des revenus. Et étant aussi soumis à l'IFI, puisque l'investissement en une propriété, vous n'êtes pas soumis à l'IFI. Donc, on cible des chefs d'entreprise, on cible notamment aussi des professions libérales. Les expatriés qui souhaitent acheter un actif à caractère patrimonial disponible au moment du retour en France, il y a effectivement aussi pas mal d'expatriés qui achètent de la nue propriété de SCPI. L'intérêt, c'est de se constituer un patrimoine en ne payant qu'une quote-part du coût de la pleine propriété selon la durée du contrat. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, sur un démembrement temporaire de 10 ans, on va être entre 30 et 35% pour la valeur usufruit. Pas de taxation à l'issue du contrat quand l'usufruit rejoint une propriété. Possibilité d'acquérir les parts en fonds propres ou en emprunt. Attention, les intérêts ne sont pas déductibles si vous achetez de la nue propriété de SCPI à crédit. Et enfin, le fait de ne pas être assujetti à l'IFI au titre de cet actif. Donc, l'amortissement, on revient sur la partie trésorerie d'entreprise, un atout complémentaire. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on va avoir le droit d'amortir? Alors, je ne suis pas expert comptable, mais bon, j'ai quelques notions. Je pense que dans l'Assemblée, il y a beaucoup d'experts comptables. En fait, tout simplement, ma certitude quand j'achète l'usufruit de SCPI, c'est qu'au terme, je vais mettre, là, dans mon exemple, on va mettre 100 000 euros. Eh bien, en fait, ma certitude, elle est qu'au terme, je n'aurai plus ces 100 000 euros. En fait, je vais mettre une somme au départ, je vais percevoir bien évidemment des flux pendant la durée, mais au terme, ça vaudra zéro. Et donc, on peut amortir finalement cet investissement. Donc, outre le rendement, l'un des intérêts de l'usufruit en SCPI pour un placement de trésorerie, c'est le fait de pouvoir amortir comptablement l'investissement et donc de le passer en charge, réduisant ainsi le revenu imposable. Une société souhaite placer sa trésorerie via le dispositif du démembrement de part de SCPI. Donc, on investit 100 000 sur une durée de 5 ans. On va être sur 80-20, 80 nue propriété, 20 usufruit. On va prendre un rendement moyen à 5 et un taux d'IS à 25%. Voilà. Le résultat au terme du démembrement. Donc, si j'ai mis 100 000 euros d'usufruit, qui représente 20%, on est bien d'accord que la valeur pleine propriété, c'est un investissement à 500 000 euros. Ça veut dire que j'ai un nu propriétaire qui, lui, a investi 400 000 euros sur la nue propriété de ses parts de SCPI. Donc, le rendement, il sera égal, bien évidemment, à 5% de la totalité de la valeur pleine propriété, donc 5% de 500 000, soit 25 000 euros par an que la société usufruitière percevra pendant une durée de 5 ans. De manière concomitante, l'entreprise va pouvoir amortir annuellement l'investissement d'usufruit. 100 000 euros divisé par 5 ans, je vais pouvoir amortir 20 000 euros par an. L'imposition sera donc de 25 moins 20 000, soit fois 25% de mon taux d'IS, soit 1 250 euros. Et si on est sur des holdings patrimoniales et qu'on est en dessous des 43 000 euros de revenus, on peut même avoir seulement 15% d'IS. Ainsi, chaque année pendant 5 ans, le gain net de l'opération sera de 25 000 moins 1 250, soit 23 750. Donc, les revenus bruts perçus, 125 000, l'imposition 6 250 sur un investissement initial de 100 000, soit un gain de l'opération de 18 750 euros. Et en fait, si on fait les calculs de TRI, aujourd'hui, selon les durées, selon les SCPI et les clés de répartition, on peut avoir des TRI entre 7 et 9% sur l'achat d'usufruit de SCPI. Ce qui est très important, c'est que finalement, le risque pour l'usufruitier, il est plus que très mineur. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il est très mineur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne porte pas le risque sur la valeur du prix de la part de SCPI. Ça, c'est le nu propriétaire qui va le porter. Donc, en cas de baisse, c'est le nu propriétaire qui est pénalisé. En cas de hausse, c'est le nu propriétaire qui va être avantagé. Et finalement, l'usufruitier, il achète lui un rendement à un instant T, avec des baux souvent 8, 9, 10, 12 ans, voire plus pour certaines SCPI. Et donc, on l'a vu, même dans un marché très baissier, la rentabilité, elle est restée autour de 4,5 et là, elle est même remontée. Donc, en fait, le risque, ce serait que la SCPI arrête et cesse l'intégralité de verser des revenus, ce qui n'a jamais été le cas historiquement, y compris dans les marchés difficiles des années 90. Un investissement, un rendement à zéro n'a jamais existé sur les parts de SCPI. Donc finalement, l'opération pour la société qui place sa trésorerie, elle est très avantageuse et avec un risque plus que limité.
Une autre thématique, c'est les CPI investis à l'étranger. On en a parlé hein, pour placer de la trésorerie. Investir en CPI étrangère, c'est avant tout investir dans des économies parfois plus dynamiques que la France et bénéficier des avantages fiscaux que confèrent les conventions fiscales entre les pays. Au-delà de la diversification géographique qu'apporte un investissement via des CPI étrangères, leurs associés y trouvent également un intérêt fiscal. Les conventions fiscales dispensent les épargnants des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, donc on ne paye pas les prélèvements sociaux, rendant ainsi les revenus locatifs de sources étrangères moins confiscatoires. Cet avantage permet, via un système de crédit d'impôt, notamment SCPI, d'atteindre plus facilement des rendements supérieurs à la moyenne des CPI. Et pour la partie trésorerie d'entreprise, je rappelle que tous les revenus de sources étrangères, aujourd'hui, ne sont pas taxés à l'IS lorsque vous placez des capitaux sur des SCPI étrangères. Donc, ça peut être intéressant pour certaines SCPI, pour certaines sociétés, de placer leur trésorerie sur des SCPI. Attention, minorer quand même, si ce sont des SCPI avec frais d'entrée, le fait qu'il y aura des frais d'entrée à amortir quand même sur la durée. Du coup, on bascule sur la partie SCPI sans frais d'entrée, qui peuvent comporter également une quote-part significative d'investissement à l'étranger. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le billard à 3 bandes. Je ne vais pas avoir de frais d'entrée. Je suis investi à l'étranger, donc j'optimise ma rentabilité de placement de trésorerie. L'investissement donc implique des frais à la charge d'investissement, à la charge de l'investisseur. Hein, donc, comme je vous le disais, en général, il y a les frais directs qui impactent les revenus des investisseurs. Alors, le frais d'entrée n'impacte pas les revenus de l'investisseur. Hein. Quand je paye une SCPI 100 et que j'annonce 5 de rendement aujourd'hui, le 5, il est bien sur la valeur 100. Que j'ai 5, 8, 10 ou 15% de frais d'entrée, c'est bien 5 de 100 que le client final va toucher. En revanche, les frais de cession, les frais de gestion, etc., peuvent, eux, impacter la rentabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de frais de retrait. Il n'y a pas de frais de sortie sur une SCPI, en fait. Ce sont les frais d'entrée, finalement. J'ai 100, j'ai ma valeur de retrait à 90. Eh bien, en fait, c'est cette valeur-là que l'on va prendre en compte pour sortir. Mais je n'ai pas de frais en tant que tel si je veux retirer. Les frais indirects qui sont prélevés sur les loyers perçus, donc ceux-là peuvent effectivement impacter la rentabilité avant le versement des dividendes aux investisseurs, les frais de gestion, les frais de transaction, les frais de suivi de pilotage de la réalisation des travaux. Alors parfois, sur les SCPI sans frais d'entrée, pour compenser le fait de ne pas avoir de rémunération à l'entrée pour le travail effectué par leurs investisseurs, etc., les sociétés de gestion, certaines, ont augmenté un petit peu les frais de gestion. Mais après, on regarde, est-ce qu'il est intéressant d'avoir une SCPI avec plus de frais de gestion, pas de frais d'entrée, mais qui délivre une rentabilité plus intéressante, qu'une SCPI avec frais d'entrée avec des frais de gestion moins intéressants, mais dont la rentabilité est moins intéressante. Parfois, il faut peut-être payer un peu plus de frais de gestion si on veut avoir de bonnes rentabilités malgré tout. Donc, ainsi, un investissement en SCPI sans frais de souscription permet aux investisseurs de revendre leur part simplement au prix de souscription en vigueur lors de la cession. Donc, ça veut dire que si j'ai eu aucun mouvement de prix de part, je suis entré à 100, eh bien, sous couvert de détenir les parts une certaine période quand même, hein, parce qu'ils les imposent pour éviter qu'il y ait des abus et qu'on vienne investir et sortir 12 à 18 mois après, ce qui n'est pas un objectif de SCPI. Je rappelle ça doit être appelé vulgairement la pierre papier, on reste sur un investissement immobilier. Donc, avec un actif en sous-jacent qui nécessite une durée de détention un peu plus longue que 12 à 18 mois. Pour autant, passer ce délai imposé par la société de gestion, eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vendre, vous aurez juste effectivement dans cette période-là des frais prélevés. Mais passer cette période-là, c'est 3 ou 5 ans en général aujourd'hui sur le marché, eh bien, vous pourrez céder vos parts, si le marché est liquide bien évidemment, mais vous pourrez céder vos parts sans avoir eu d'impact de frais. Donc, pour de la trésorerie d'entreprise, de holding, d'association, etc., ça peut aussi effectivement avoir pas mal de sens. Enfin, un dernier point, c'est création d'une structure à l'IS. Donc là, l'objectif, en fait, ça va être d'avoir un client qui vient vous voir, qui vous dit, voilà, j'ai vendu un immeuble, je viens d'hériter d'une somme importante, j'ai vendu mon entreprise, etc. Et en fait, je souhaiterais optimiser mes revenus tout en imaginant pouvoir transmettre à mes enfants, mais en gardant le contrôle. Enfin, vous voyez, le mouton à 5 pattes qui est toujours compliqué à trouver. Je ne vais pas dire qu'on l'a trouvé avec ce mécanisme-là, mais il s'en approche du mouton à 5 pattes finalement. Donc, en fait, l'idée, c'est tout simplement de créer une société. Alors, ça peut être une SAS, ça peut être une SCI. L'idée, quand même, c'est d'être à l'IS. Pourquoi? Parce que, alors, selon moi, mais chacun pourra avoir son avis, quand on crée des sociétés civiles à l'IR pour investir en immobilier, c'est qu'on imagine avoir un potentiel de plus-value
assez conséquent au terme et donc de bénéficier des abattements pour la revente. Dans ce montage-là, très clairement, ce n'est pas la plus-value sur les parts de SCPI qu'on va aller chercher, c'est les revenus plus élevés. C'est le fait d'avoir aujourd'hui des SCPI qui peuvent délivrer certaines 6-7% de rendement. Et donc, il est préférable d'être imposé à l'IS sur ces SCPI-là. Donc, en fait, je vais faire une création de structure à l'IS, je vais mettre un petit capital, on va dire 1 000 euros par exemple, et je vais apporter en compte courant finalement la somme que je souhaite investir. Ça peut être on va dire qu'à partir de 200-250 000 euros, le montage est intéressant. En dessous, il y a des frais annexes à amortir. Ce sont les frais de création, les éventuels frais de notaire pour les donations, la comptabilité tous les ans. Et donc, si on est en dessous d'un certain seuil, le montage financièrement devient moins intéressant. En revanche, à partir de 200-250 000, ça peut être 500, ça peut être 1 million, ça peut être beaucoup plus. On peut avoir un intérêt. Et donc là, on va apporter les sommes en compte courant d'associés. Et donc finalement, la SCPI va distribuer des revenus. Et lorsque j'ai assez finalement de trésorerie, parce que les SCPI ont commencé à distribuer leurs revenus, eh bien, mon client pourra commencer à faire un remboursement de compte courant d'associés et donc percevoir des revenus nets de fiscalité. Si en plus j'ai investi sur des SCPI investi très majoritairement à l'étranger, eh bien, cela va me permettre d'avoir zéro fiscalité en plus sur les revenus perçus par la société. Donc, le compte courant d'associé, c'est un prêt à la société pouvant être rémunéré. Attention, la fiscalité est peu intéressante, mais pour éviter une fictivité du montage, il n'est pas idiot de le rémunérer de façon très faible, mais pour pouvoir justifier en cas de contrôle. La société acquiert des SCP grâce à la trésorerie disponible qui génère des revenus. On a le remboursement de compte courant d'avance, donc remboursement non imposable. Et si on n'avait plus de compte courant, eh bien, on passerait en distribution de dividendes. La limite, c'est que la distribution de dividendes est limitée au montant de bénéfices majorés des réserves dans la limite de la trésorerie disponible. Attention, interdiction des comptes courants d'associés débiteurs dans ce genre de cas. L'incidence comptable, au bilan, à l'actif, on va avoir donc, les parts de SCPI, au passif, le montant du compte courant d'associé. Dans le compte de résultat, les revenus de SCPI. En charge, on peut avoir les intérêts du compte courant. En cas de remboursement, bien évidemment, du compte courant, le passif sera diminué. Les incidences fiscales, donc on a l'impôt sur les sociétés dû, donc 15% jusqu'à, je crois que maintenant c'est passé à plus de 43 000. J'aurais dû actualiser toutes mes excuses, ou 25% d'IS au-delà sur le résultat fiscal, produit moins charge déductible. Je rappelle que sur les revenus étrangers, je n'ai pas cette problématique-là. Et enfin, l'impôt sur le revenu dû par l'associé personne physique, zéro, puisqu'on est sur un remboursement du compte courant d'associé versus 30% sur les dividendes, plus l'éventuel CEHR pour la distribution. Pour aller pour l'IFI, tout simplement, l'IFI est dû sur les actifs immobiliers, vous connaissez, il se déclenche à partir d'1,3 million, mais il est recalculé à partir de 800 000 euros. Les actions de SAS détenant des SCPI entrent dans le champ d'application de l'IFI dès lors qu'il s'agit de la simple gestion du patrimoine immobilier. Toutefois, il est possible d'appliquer une décote de 10 à 20% pour illiquidité des parts. Pourquoi illiquidité? Parce que tout simplement, je vais rencontrer des amis, ils ont monté leur SCI à l'IS, ils ont fait ce montage-là, puis il y en a qui me dit, tiens, est-ce que tu veux racheter mes parts? Je n'ai pas vraiment d'intérêt à racheter ces parts. Quel est pour moi l'intérêt de rentrer dans la gestion d'un patrimoine familial, etc., etc. Donc, en fait, cette illiquidité des parts permet d'appliquer une décote de l'ordre de 10 à 20% à l'IFI. Chose qui n'est pas possible de faire quand on détient les parts en direct. Donc, les droits de mutation à titre gratuit, et c'est là où finalement on vient optimiser la partie transmission du montage, c'est-à-dire qu'on a optimisé les revenus sans fiscalité, on va optimiser la partie transmission éventuellement à ses enfants. Droit de mutation à titre gratuit, intérêt de donner au plus tôt les droits de mutation, car la valorisation des parts tient compte du CCA au passif. Si j'ai mis 1 000 euros de capital, que je fais tout de suite la donation des parts en nue propriété à mes 2 enfants, je garde bien évidemment une part en pleine propriété pour rester gérant ou président de ma structure, avoir les pleins pouvoirs, mais je peux très bien imaginer donner 99% en nue propriété à mes enfants, garder l'usufruit et une part en pleine propriété. Et là, finalement, la valeur de mes droits ne sera calculée que sur mon capital qui est de 1 000 euros. Donc ça permet de transmettre, d'avoir très peu de droits à payer. Alors, c'est sûr que si le gérant, les parents décèdent malheureusement dans un accident 6 mois après, c'est un coup d'épée dans l'eau puisque votre compte courant, bien évidemment, n'aura pas été remboursé et il réintégrera la succession. En revanche,
plus on va commencer à rembourser le compte courant d'associé tous les ans, c'est-à-dire à percevoir les revenus dans le montage, et plus finalement, je vais diminuer ce passif et je vais augmenter finalement la partie d'actifs pour mes enfants et donc transmettre au fil de l'eau à mes enfants qui seront nus propriétaires ou plein propriétaires d'une partie des parts. À terme, donc, les revenus auront remboursé la bourse de l'associé et la société n'aura plus de dette. Et donc, la plus-value sera transmise au donataire. Si donation de l'ANP, l'usufruitier reste bénéficiaire des revenus. La base taxable se calcule selon le barème du 669 du CGI. Pour aller plus loin, quid en cas de dissolution de la SAS à terme? Pour la société, on a une imposition immédiate des bénéfices et plus-values non encore taxées, dont les plus-values et la cession des SCPI. Donc, elles sont taxées à 15 ou 25. Pour les associés en position du boni de liquidation, valeur des titres au jour de la cession, moins valeur des titres au jour de l'acquisition de la souscription du capital social, comme un revenu redistribué en proportion de leurs droits dans le capital, sauf clause express contraire prévue dans les statuts, les apports sont repris en franchise d'impôt. En cas de démembrement, le boni de liquidation et le montant des apports sont versés aux propriétaires, mais sauf clause contraire, reste soumis à l'usufruit. Comme l'usufruit ne s'éteint pas, les sommes doivent en pratique être versées à l'usufruitier qui peut en disposer librement à charge pour lui de restituer au nu propriétaire à la fin de l'usufruit. Notion de quasi-usufruit. Et en présence d'un quasi-usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je ne sais pas si j'ai été trop rapide, je ne sais pas si… voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que… Alors, je vois qu'il y a des questions. Questions. Quelqu'un reprend la main? Frédéric, peut-être? Ah, alors je vois un spectateur qui me pose la question, s'il n'y a pas de frais d'entrée sur les SCPI, quelle est notre rémunération en tant que CGP? Alors, s'il n'y a pas de frais d'entrée, effectivement, je ne vais pas pouvoir vous verser de commission à l'entrée, bien évidemment. En revanche, les sociétés de gestion vont verser des encours, hein, comme vous pourriez les avoir sur de l'assurance vie. Vous allez avoir une rémunération sur encours tous les ans, en fait. Donc, à défaut d'avoir un one-shot, comme on dit, hein, sur de l'immobilier, tout simplement, vous allez avoir une rémunération récurrente. Donc, l'intérêt, ça va être de valoriser les structures, bien évidemment, en créant du récurrent, ce qui crée de la valeur sur le long terme. Et voilà. Peut-on revenir sur la dernière slide? Oui. Concernant l'accès à la plateforme en tant qu'expert comptable, alors nous ne travaillons qu'avec des CIF. Je ne sais pas, Frédéric, si tu es là, si tu peux répondre à cette question. Sinon, nous, on travaille avec une société qui a pour habitude, qui a pour métier de travailler avec des experts comptables pour développer justement cette partie gestion de patrimoine. Voilà. Donc, expert comptable en direct, nous n'avons pas fait. Nous passons par une société qui s'appelle Mahaka Finance, que je vous invite à contacter pour pouvoir avoir accès à notre plateforme et à l'intégralité de l'offre, puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 80 SCPI référencés. On me demande, peut-on revenir sur la dernière slide? Voilà, je vous la mets, si vous la voyez. Je vous laisse en prendre connaissance. Bonjour, comment doit-on procéder pour démembrer les parts de SCPI? Alors, si vous détenez les parts en direct, soit vous passez chez un notaire, soit ça rentre comme vous allez avoir des frais de donation. Vous pouvez, dans le cadre de l'abattement à 100 000 euros, donc vous pouvez très bien faire le démembrement des parts. Vous allez payer les frais éventuellement chez le notaire et vous allez également avoir en général quelques frais supplémentaires pour la société de gestion. Parfois, c'est 0, parfois, c'est 150, 200 euros par donataire pour enregistrer le donataire, le nu propriétaire, ses coordonnées pour que la société de gestion puisse faire les formalités nécessaires et lui écrire ultérieurement. Si c'est le cas le cas de la création de société, en fait, vous n'allez pas démembrer les parts de SCPI, vous allez démembrer les parts de la société que vous avez créée, soit de la SAS, soit de la SCI. Moi, j'invite toujours à passer chez un notaire, comme j'invite toujours à passer par un expert comptable pour faire la comptabilité. Chacun son métier. Je pense que c'est beaucoup mieux comme cela. Je ne sais pas, Pauline, si j'ai répondu à votre question. J'espère. Quelles sont les principales SCPI conseillées en ce moment? Alors, si vous avez compris, Guillaume, votre question, je vous remercie.
En fait, c'est difficile de vous répondre. Nous, on travaille avec tout le marché, donc je ne peux pas avantager plus un que l'autre. Et en plus, ce serait un peu erroné parce que ça va dépendre du profil du client. Avant d'échanger sur un potentiel portefeuille de SCPI, on va vous poser plusieurs questions. Quel est le profil du client? Est-ce que c'est du démembrement? Est-ce que c'est de l'usufruit? Est-ce que c'est de la nue propriété? Est-ce que c'est de l'usufruit? Est-ce que c'est dans le cadre d'une société à l'IS? Est-ce que je suis expatrié? Est-ce que, vous voyez, on sait par les valeurs qui sont publiées que certaines SCPI devraient revaloriser dans les temps à venir parce que la valeur d'estimation, la valeur d'expertise est presque arrivée à. Vous avez un range entre -10 et +10 par rapport à la valeur à la valeur de zut. Je ne trouve plus le terme, pardon, mais enfin, il y a une valeur qui est le prix de votre SCPI, et si les valeurs d'expertise dépassent les 10%, la société a pour obligation de revaloriser. Comme si elle dépasse les -10, elle a obligation de dévaloriser son prix de part. Donc, quand on identifie ces SCPI-là, parce que les valeurs sont publiées régulièrement, eh bien, on sait qu'à un moment donné, il y a de fortes chances que cette SCPI-là revalorise. Donc, si on sait qu'elle va revaloriser, j'ai un profil de quelqu'un qui achète de la nue propriété, ça peut avoir un gros intérêt, par exemple. Donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à dire les SCPI un peu jeunes, récentes, diversifiées, éviter trop finalement les SCPI uniquement investis sur une seule thématique, sauf à en faire plusieurs et à ce moment-là, vraiment créer son propre portefeuille. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur les SCPI récentes, les SCPI avec des investissements à l'étranger, sur des baux récents, etc., qui vont nous assurer finalement une rentabilité assez importante. Malheureusement, et c'est terrible de dire ça, c'est que les SCPI qui sont en difficulté, celles dont on a parlé tout à l'heure, celles qui sont sur plutôt des réseaux bancaires, elles sont encore à fuir aujourd'hui parce que finalement, la rentabilité est moins bonne, elle est pour certaines même en baisse, il n'y a pas de liquidité sur les parts. Donc finalement, à part rendre service à quelqu'un qui voudrait sortir, vous n'allez pas avantager aujourd'hui votre client si vous achetez des parts via la société de gestion. En revanche, les acheter avec une forte décote sur des sites qui se sont créés pour pouvoir revendre les parts de SCPI au marché secondaire et mettre en lien des gens qui souhaiteraient acheter avec des gens qui souhaiteraient vendre, moyennant une décote encore plus importante. Pourquoi pas? Si le vendeur est prêt à donner une décote plus importante, ça peut avoir du sens, parce que là, je pourrais très bien imaginer aller chercher des rentabilités très intéressantes. Quand vous dites qu'il n'y a pas ou peu de fiscalité pour les investissements à l'étranger, cela concerne bien les SCPI françaises qui investissent à l'étranger ou des SCPI étrangères. Alors non, et la NAN, pardon, il n'y a pas de SCPI à l'étranger. Comme je vous le disais, les SCPI sont des produits français, donc on parle bien de SCPI françaises agréées par l'autorité des marchés financiers qui investissent à l'étranger. Donc, on est bien dans le cadre de SCPI françaises. Et ces revenus qui sont issus de l'étranger dans une SCPI française, si vous êtes dans une société à l'IS, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'IS à payer sur ces revenus. Et quand on est en personne physique, eh bien, il y a un petit frottement fiscal dont on a parlé. Alors après, j'espère que je ne vais pas avoir parce que si j'ai des experts comptables en face de moi, je vais avoir des questions très techniques. Ça nécessitera peut-être qu'on se rappelle. Une holding IS détient 20% d'une SCI hier. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que soit la société hier qui achète la Nupro et la holding usufruit? Voilà, c'est un peu technique. J'aurais tendance comme ça, de prime abord, à vous dire oui, mais quand même, très attention. C'est comme quand on fait, par exemple, le chef d'entreprise qui va acheter la nue propriété pour lui personnellement et l'usufruit par sa société. Donc, vous avez certains avocats qui vont vous dire que c'est très risqué, que c'est tendancieux, qu'il ne faut pas faire, etc., parce qu'il y a un risque de requalification. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la SCPI. On a beau crier au loup, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Juste parce que simplement, il faut respecter les clés de répartition qui sont proposées par le marché. Si vous respectez ces clés-là, à mon sens, et je mets des guillemets parce que je ne suis pas fiscaliste, mais en tout cas, à mon sens, il n'y a pas grand risque. Ce qui est sûr, c'est que si vous vous amusez à faire des clés de répartition qui soient très avantageuses pour le propriétaire et que vous faites payer plus cher l'usufruitier, bah, finalement, c'est un peu, on arrive un peu sur de l'abus de bien social. Donc, c'est toujours bien respecter les clés de marché pour éviter d'avoir ces soucis-là. Mais dans votre cas, vous, là, Gabriel, il faudrait que je creuse parce que là, comme ça, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Et peut-on acheter déjà démembré? Quel serait l'intérêt, Pauline? Je ne sais pas. Acheter en démembré, c'est pas très pratique.
il y a des frais de droit de mutation, il faut l'accord de l'usufruitier. Donc, en fait, il y a pas grand intérêt aujourd'hui à acheter des parts qui seraient déjà démembrées. Techniquement, autant les acheter en prix, enfin, comment dire, en marché primaire avec derrière un usufruitier qui va acheter l'usufruit. Et sachant qu'on peut être sur 3 à 20 ans, ça peut permettre d'adapter, comment dire, la durée. Et si on ne veut pas être impacté par les frais, c'était peut-être ça l'objet de votre question, bien à ce moment-là, on peut se tourner vers des SCPI sans frais d'entrée. Guillaume, Winimo donne-t-il des infos qualitatives sur les SCPI en portefeuille pour accompagner l'analyse? Alors, nous donnons accès à nos partenaires à des simulateurs qui vont leur permettre de faire le calcul de TRI avec la fiscalité, y compris étrangère, la répartition sectorielle, géographique, et on est en train de bâtir des tableaux qui permettraient tout simplement de comparer, d'avoir tous les éléments de toutes les SCPI pour pouvoir les comparer. Comment pouvons-nous connaître les valeurs de reconstitution? Alors ça se trouve dans tous les bulletins trimestriels ou rapports annuels. Et il y a des sites qui se sont spécialisés pour faire des tableaux un peu récapitulatifs des SCPI, dont la valeur de reconstitution enfin, l'écart entre la valeur de reconstitution et la valeur d'expertise. Et donc, on peut trouver ça sur Internet. Nous, on essaie de le rentrer dans nos tableaux aussi, la valeur de reconstitution. Mais je crois que sur Internet, maintenant, enfin, sur des sites spécialisés, on trouve très facilement ces choses-là. Merci. Du coup, si c'est un investissement en perso et non en société, pas de CSG non plus. Non, bien sûr. En plus, si l'investissement a été fait à l'étranger. Et la NAN, oui, je vous confirme que si c'est un investissement personnel, vous n'avez pas sur la partie des revenus étrangers de prélèvements sociaux. Je vous confirme. Ah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça a l'air de… Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Frédéric, es-tu là? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment se passe la fin du webinaire. Donc, je me tiens encore à disposition quelques minutes s'il y a d'autres questions. Merci, merci Edith. Je vous en prie, merci à vous pour votre écoute, pour vos questions pertinentes. J'espère que cette présentation vous a été utile, qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions, qu'elle vous a peut-être permis de redécouvrir la thématique SCPI, qui n'est pas achetée. On a eu tendance à vouloir l'acheter jeter le bébé avec l'eau du bain. Et voilà, en fait, quand on réalise et qu'on regarde bien profondément un peu comment fonctionne le marché, il y a encore de belles choses à faire sur la thématique SCPI aujourd'hui en France. Merci à vous, merci, un grand merci, bonne journée. Merci, j'espère qu'on aura la présentation. Donc ça, je verrai effectivement avec Force Patrimoine. Merci à vous, merci Sophie également pour vos messages. Ça fait plaisir et chaud au cœur. Voilà. Je ne sais pas, j'attends encore peut-être 2-3 minutes. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas comment ça se passe, je vous avoue. Si ça se coupe automatiquement, je vais attendre. Voilà. Peut-être arrêter le partage du coup. Ah, si j'ai une question de Gabriel. Est-ce facilement finançable? Alors, difficilement sur les dernières années. Là, il y a des nouvelles offres qui sont en train de se lancer. La problématique qu'on avait, c'est que les banques refusaient bien évidemment de financer les SCPI extérieurs aux leurs. Donc, en fait, elles faisaient du financement, les réseaux bancaires, mais pour financer leurs SCPI, qui sont celles qui sont en difficulté. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu, c'est un petit peu, on va dire, un peu cavalier, mais bon, chacun défend son business, je peux l'entendre. Il y a des offres qui sont en train de se créer. Alors, c'est vrai que les financements sur la partie SCPI, par rapport à l'immobilier en direct, c'est vrai que j'aurais dû le dire, les financements sur la partie SCPI, les taux sont plus élevés que ce qu'on peut avoir sur du direct. Mais là, il y a des offres qui sont en train de se lancer et qui peuvent être intéressantes.
Vous avez notamment AXA Bank qui fait une super offre. Ça nécessite d'avoir 20% de contrats d'assurance vie nantis chez eux en face. Mais avec des taux de crédit, là, ils ont un taux de crédit sur 20 ans à 3,19, y compris pour des personnes morales. Donc, pour financer des SCPI, ça peut être effectivement très intéressant. Je crois qu'il y a BNP qui est en train de travailler aussi sur une offre sur le crédit. Moussine, merci. Ben, merci à vous également. Plus de questions. Ah, si. Ah, voilà. Ça revient. Alors, en l'occurrence, le montage pour le financement, c'est 300 000 euros sur 20 ans à 3,19. C'est un montage patrimonial comme on l'a vu avec le montage de la société. C'est une SCI à l'IS. Il apporte 1 000 euros en capital. Il fait un crédit dans la société. Donc ça, c'est un montage qui est assez sioux également. Il fait un crédit, donc il apporte finalement son petit capital. Il peut faire ses donations à ses enfants s'il le souhaite. Derrière, il fait un crédit. Il doit mettre en face 20%, donc 60 000 euros sur un contrat chez AXA, AXA Thema, qui peut être proposé par l'intermédiaire du monde de la gestion de patrimoine. Et en fait, il va pouvoir souscrire à ces 300 000 euros de SCPI. Ça va générer des revenus dans la société. Il va commencer, ces revenus vont pour partie rembourser le crédit qui a été contracté par la société. Mais en face de ça, tous les mois, il aura donc un effort d'épargne à verser dans la société, comme s'il avait fait l'achat en direct. Sauf que là, l'effort d'épargne, il va le verser en fait tous les mois dans la société et il va se créer un compte courant d'associé pendant toute la durée du montage. Donc là, on est sur 20 ans. L'idée, c'est que dans 20 ans, il a remboursé son crédit, il s'est constitué un gros matelas de compte courant d'associé et finalement, il pourra utiliser les revenus perçus, pourra rembourser son compte courant et se constituer ainsi des revenus faiblement ou pas fiscalisés. Donc, ça peut, sur certains acteurs, on peut trouver, moyennant contrepartie, c'est garanti en crédit logement, c'est 20% d'apport sur un contrat par ailleurs, mais on peut avoir quelques financements sur les sociétés. Voilà. Bon, eh bien, j'ai confirmation donc que je peux quitter le webinaire, qu'il est terminé. Donc, merci à tous encore une fois. Et écoutez, on se tient à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires par l'intermédiaire de Force Patrimoine. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.